Ça y est, c'est parti. Donc merci à tous d'être là. Et merci à Stéphane, notre animateur de ce soir, qui va vous parler de la permaculture, comme c'est prévu. C'est un cycle qu'on a démarré avec ce sujet-là, mais on va le compléter avec un autre qui s'appellera la décroissance. Et puis un troisième qui sera une projection d'un film qui s'appelle Sur la paille. C'est un agriculteur bio. Et on voit sur toutes ces difficultés qu'il peut rencontrer dans son métier. Ça, c'est la conférence concernant la décroissance, c'est le 16 mai. Pour ce qui concerne le film sur la paille, on n'a pas encore de date, mais je pense que ce sera plutôt en juin. Et en juin, on organise aussi notre troisième fête du livre, qu'on faisait précédemment dans le square Marcel Mottet, pendant les journées du patrimoine. On a trouvé que ça aurait été sympa d'utiliser un autre endroit cette année. Et on va s'installer au Moulin-de-Gau, et on va s'installer en juin, où on aura peut-être plus de chances d'avoir aussi du soleil. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je profite de ça pour vous dire que nous sommes l'association à aujourd'hui 28 adhérents, à jour de cotisation, comme on dit dans les bonnes maisons. Donc si vous avez encore oublié d'adhérer à l'association Evivo, c'est le moment. Vous pouvez le faire. J'oublie rien. Si ce n'est de vous dire aussi qu'on a un magnifique site internet, qui est facile à consulter puisque c'est invivo53.com. Donc là, vous pouvez retrouver toutes les informations et toutes les manifestations qu'on réalise. Et maintenant, place à la permaculture. Bravo. Bravo. Eh bien, merci pour cette introduction. Donc, moi, je vais vous parler de permaculture aujourd'hui. Donc, c'est un thème qui m'est cher. J'en parle tous les jours. Je vis avec. Mes enfants sont là pour témoigner, parce que je leur en parle matin, midi et soir. Ils disent encore la permaculture, papa. Et donc, mais ils sont quand même venus à la conférence, ça veut dire que c'est bien. Donc voilà, moi je m'appelle Stéphane Sénan, je suis agronome, conseiller formateur en permaculture et agroécologie. Et donc on va parler de permaculture aujourd'hui, un mode de vie résilient, soutenable et juste. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, donc on va voir ça calmement. J'ai une heure, c'est ça? Ouais. Je voulais juste remercier Julia pour la magnifique affiche. Ah oui, Julia. Voilà, bravo. Voilà, et après je vous parlerai donc de l'Oasis Gourmande à la fin de l'exposé. Voilà. Alors, donc ce soir, rapidement, je vais vous expliquer que la permaculture, c'est pas seulement une méthode de jardinage, c'est bien plus que ça. Que souvent, ça fait une dizaine d'années qu'on entend parler de la permaculture, mais c'est pas que du jardinage. Voilà. Je vais vous expliquer, ça va être passionnant. On va faire un petit historique et puis on va parler de l'éthique, des 3 éthiques de la permaculture, des principes de la permaculture qu'on entend un petit peu, mais là j'ai essayé de les rassembler. Et puis on va parler de robustesse aussi, de système robuste, parce que la permaculture c'est la robustesse. Je vais vous expliquer des exemples de l'Oasis Gourmande de Sainte-Suzanne. Donc c'est un site de formation et de conseil en permaculture que j'ai créé il y a 3 ans à Sainte-Suzanne, et sur lequel je fais des expérimentations, et donc je vous montrerai des photos pour illustrer davantage mes propos. Et on va parler de design, de zonage, de jardin-forêt, de plein de mots que vous avez peut-être. Même on va parler du triptyque eau, sol et plantes, avec l'hydrologie régénérative, la litière forestière fermentée et l'agroforesterie syntropique. Donc c'est 3 gros mots. Je vais vous donner quelques... C'est des notions que vous pourrez entendre, et au moment où vous direz « Ah oui, j'ai entendu parler de ça ». On ne va pas le creuser aujourd'hui, mais en tout cas ça vous donnera plus d'informations. Donc voilà, ce
que je tenais à dire, c'est que la permaculture, c'est pas seulement la butte de permaculture qu'on a dans le jardin. Il y a 10 ans, là, on parlait beaucoup de butte de permaculture, où on fait le système en lasagne, on mélange des feuilles, on mélange plein de choses, tac, 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 ça fait une butte, on plante, et voilà, c'est ça la permaculture. Alors, oui, mais c'est pas que ça, la permaculture. Voilà, c'est une démarche de conception, et c'est pas une technique de culture, c'est une philosophie, un art de vivre, voilà. Donc, je vais mettre ça un petit peu en avant. Alors, si on prend une définition voilà, d'il y a 10 ans de la permaculture, je vais vous la lire, hein, parce que pour ceux qui ne lisent pas. Alors, la permaculture est une science systémique qui a pour but la conception, la planification et la réalisation des sociétés humaines écologiquement soutenables, socialement équitables et économiquement viables. Elle se base sur une éthique d'où découlent des principes, des techniques permettant une intégration des activités humaines dans leur écosystème. Ça va ? Non. Voilà, très bien. Donc effectivement, c'est pas évident. Ça, c'était la définition de Wikipédia il y a 10 ans. Donc ça fait, il y a beaucoup de choses, on ne sait plus trop, on va changer de vie, on ne sait même plus si on est sur Terre. Donc on va essayer de trouver une définition plus simple. Alors peut-être celle de David Holmgren, un des fondateurs de la permaculture voilà, dans les années 70. La permaculture est un aménagement consciencieux du paysage qui imite les modèles trouvés dans la nature, qui produit en abondance de la nourriture, des fibres et de l'énergie pour combler les besoins locaux. Ça vous parle un peu mieux ou... Ouais, ça va. Allez, on va essayer de faire mieux. Le petit Robert, qu'est-ce qu'il nous dit? La permaculture est un mode d'aménagement écologique du territoire, voilà, visant à concevoir des systèmes stables et autosuffisants. Bon, ça reste encore un peu... Ah ouais, c'est pas évident, hein. C'est conceptuel. Donc, en fait, permaculture, c'est la contraction en anglais de permanent agriculture. Donc, c'est l'agriculture permanente, c'est-à-dire le couvert végétal. Donc, ça parle beaucoup d'agriculture. Mais en fait, les fondateurs de la permaculture dans les années 70, quand ils ont créé le mot permaculture, donc c'était voilà, les agriculteurs, voilà, dans son potager, en fait, d'avoir des bonnes pratiques, c'est super. Mais ils se sont très vite aperçus qu'en fait, notre vie, elle n'est pas seulement à produire des légumes dans son potager, ou c'est pas que l'agriculture. En fait, il y a tous les domaines qui sont connectés. Et du coup, très vite, le concept de permaculture, il est parti sur tous les domaines, voilà, de l'habitat, de la gouvernance, de la finance, du foncier, enfin, dans plein de domaines qu'on verra tout à l'heure. Et donc, ça s'est attendu, voilà. L'idée, c'est on refait son design de vie, quoi, en gros. Donc ce n'est pas une secte hein, non plus, hein, ne vous inquiétez pas. Quelques petits mots-clés pour comprendre voilà, la permaculture. Donc les mots-clés, c'était dans le titre de la conférence. Donc le mot résilient, pour un mode de vie, voilà, résilient. Résilient, en fait, c'est qu'il y a une certaine résistance au choc. Le choc, alors c'est pas des chocs comme ça, hein. Le choc c'est par exemple, on a le Covid qui arrive, hop, c'est un choc pour tout le monde, on s'y attendait pas, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On est paniqué, on s'y attendait pas. Alors que dans le concept de la permaculture, on se prépare à ces choses-là. Bon, j'ai pas dit que je savais que le Covid allait arriver, hein, c'est pas ça. Mais voilà, on est plus résistant au choc, donc c'est ça la résilience. Ensuite, soutenable, un mode de vie soutenable. Soutenable, c'est qui peut être voilà, supporté, défendu, et surtout qui prend en compte les limites planétaires. Alors, je ne vais pas faire un débat sur toutes les limites planétaires. Là, je vous ai mis le petit schéma classique des 9 limites planétaires, voilà, qui sont voilà, sur la couche d'ozone, sur les cycles de l'eau douce, les contaminations, sur voilà, la biosphère, la perte de biodiversité, tout ça. Donc voilà, il y a des chercheurs qui ont dit, voilà, la limite, si on dépasse ça, l'extinction des espèces et tout ça, bon, on commence à être dans le rouge. Voilà, bon, je vous fais pas stresser avec ça, mais sur les 9 limites planétaires, voilà, il y en a 6 qui sont déjà complètement dépassées. Et donc, l'idée, c'est que quand on raisonne permaculture, on se dit qu'on va prendre en compte les limites planétaires, c'est-à-dire sur la biodiversité, sur ces 9 domaines-là, le changement climatique, et on va créer des actions qui, justement, vont aggrader, vont améliorer
qui vont améliorer voilà, la planète et non pas encore continuer de dépasser parce qu'on a des ressources limitées sur la planète. Ça va? Oui. C'est voilà, équitable, honnête, c'est des décisions qui sont voilà, appropriées. C'est partager équitablement les richesses. On est dans un monde avec plein de richesses, et donc pourquoi pas les partager. Voilà. Enfin, c'est une idée. Oui, voilà. Je n'impose pas mon point de vue, je soumets. Et puis, ah oui, robustesse. Alors la robustesse du vivant comparée à la performance. Alors ça, je vous invite à aller regarder les conférences de Olivier Amand, un biologiste. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Non, ils le connaissent, non? Si, il y en a. Je vois, oui. C'est une super conférence sur justement robustesse versus performance. Si on prend par exemple l'exemple du blé, voilà, le blé conventionnel, voilà, qui est cultivé voilà, en agriculture conventionnelle, en fait, c'est des variétés c'est de la monoculture. Donc, dès qu'il y a une maladie, dès qu'il y a un changement climatique, la variété de blé ne sera plus performante. C'est-à-dire qu'on a passé des dizaines d'années à chercher une variété performante qui correspond voilà, au terroir en France et tout ça. Donc, on a augmenté les rendements de blé très très haut. Là, on voit avec le changement climatique que ces variétés étaient très bien adaptées il y a 20 ans, maintenant elles ne le sont plus. Donc les chercheurs, ils sont en train de chercher, mais ça prend du temps, ça prend 20 ans de chercher des nouvelles variétés qui vont s'acclimater au changement climatique. Sauf que le changement climatique va beaucoup plus vite. Donc en fait, si l'idée c'est qu'on ne peut pas être performant. Enfin, la recherche ne va pas assez vite pour suivre le changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien, au lieu de mettre une variété de blé dans son champ, on en met 3. Il y en a une qui est peut-être qui va donner un peu moins de rendement, mais sur les 3 variétés, bah, si la plus performante, voilà, elle est moins performante parce qu'il ne pleut pas et que voilà, mais il y aura toujours les 2 autres variétés. Et au moment où on va moissonner, on va faire un mélange. Tac, alors on n'aura peut-être pas voilà, 80 quintaux, on aura peut-être 70, mais on aura quand même une récolte. Voilà. C'est un peu ça la robustesse par rapport à la performance. Parce qu'on est souvent dans le culte de la performance. Mais la performance, ça dure 1 seconde, 1 minute, 1 journée, et puis le lendemain, on n'est plus performant. Donc la permaculture, c'est construire des systèmes robustes, avec des plans A, des plans B, des plans C, et quoi qu'il arrive, hop. Vous voyez? Ça va, hein, jusque-là? Oui, puis un dernier concept, le problème et la solution. Donc dès que vous avez un problème, c'est forcément la solution d'un autre problème. Ah, ça c'est plus abscons. Voilà, après ça c'était une petite diapo sur la différence entre voilà, la permaculture et puis l'agriculture biologique. Quand ouais, chez un agriculteur biologique, vous voyez, donc, on fonctionne sans produits chimiques, ça c'est très bien. Et par contre, effectivement, comme on est dans la production, le tracteur il doit passer et tout ça, donc on a par exemple les légumes, ils sont tout droits comme ça. Si on a un petit problème voilà, pour la récolte, on va devoir organiser un peu voilà, tout droit. Quand on va récolter aussi, on va passer le tracteur voilà, au niveau du sol. Enfin, on va essayer de pas trop bouger le sol, mais on est obligé un petit peu. Donc ça, c'est l'agriculture biologique, qui est très bien. Mais la permaculture, je ne sais pas que c'est mieux, parce que c'est un système différent. Vous voyez, c'est organisé pas forcément en ligne, puisqu'on va travailler, au niveau du jardin, on va travailler avec des formes voilà, arrondies, qui sont plus faciles à travailler. On va mélanger les animaux avec dans le potager ou dans le verger. Enfin, on va croiser, on ne va pas trop bouger le sol pour que les mycéliums, les racines restent voilà, connectés. Voilà, c'est un petit peu ça la différence que souvent on dit, voilà, pour expliquer un peu le modèle, que l'agriculture biologique, c'est pas forcément de la permaculture. Voilà, on est sur un autre système, quoi. Voilà. Mais c'est pas exclusif. C'est pas exclusif. On peut être biologique et permaculturel. Bien sûr, oui. Oui. Bien sûr. Oui. Alors rapidement, un petit historique de la permaculture, parce que c'est vrai que souvent ça, on ne sait pas trop d'où ça vient. J'ai donné quelques éléments là tout à l'heure.
le concept de la permaculture, en fait, je commence aux hommes préhistoriques, là, moins 15 000 ou moins 25 000, même aux grottes de Sauge, hein. Il me semble que c'est moins 25 000. Moins 85 000. Moins 85 000, qui dit mieux? Qui dit mieux? Moins. Voilà. Ouais. Donc, autant des hommes préhistoriques, peu importe, à Sauge ou voilà. Donc, on avait l'homme préhistorique. Il était chasseur-cueilleur, donc il partait voilà, il part dans la nature, il va cueillir des fruits, il y a les animaux, les mammouths, tout ça. Donc c'est un élément, c'est une espèce parmi les autres. On le représente ici dans un petit cercle. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème où l'homme, c'est un animal parmi les autres. D'accord? Ok? Vers 7000 ans avant Jésus-Christ, on a la domestication du blé, des animaux, voilà, donc on commence, je ne refais pas toute l'histoire du monde, hein. Mais à partir de ce moment-là, voilà, on crée des villages et on met les animaux dans des petits champs et tout ça, et là, l'homme, il se dit, waouh, j'ai le pouvoir de domestiquer en fait les animaux, et ils peuvent m'obéir, j'ai le pouvoir de mettre mon blé là, à côté, tout ça, c'est super, comme ça, je n'ai pas besoin de manger, tout ça. Et donc, il se prend, et donc il se dit, voilà, je suis la super espèce dans le monde, et on le représente par la petite pyramide ici, où l'homme est tout en haut. Voilà, donc l'homme maîtrise la nature. Voilà, en fait, c'est tout, voilà, ça date d'il y a très longtemps, en fait, cette histoire. Et l'homme maîtrise la nature, et ça continue. Ça continue jusqu'à maintenant, sauf qu'effectivement, on voit qu'il y a des catastrophes et tout ça, parce qu'on a l'impression qu'on maîtrise la nature, mais la nature a toujours ses forces. Et donc, je passe après au début de l'ère du pétrole et de la création des produits chimiques, voilà, qui ont été intégrés dans l'agriculture, voilà, conventionnelle pour produire davantage, hein, vous savez, après-guerre et tout ça, voilà, on produit davantage et tout ça. Mais même voilà, avant la guerre, il y a le japonais Masanobu Fukuoka, pardon, lui qui s'est dit qu'il y avait tous ses voisins là qui jetaient des produits, tout ça, pour que le riz en fait pousse mieux et tout ça, et lui s'est dit peut-être qu'il faut que moi je le fasse pas et que je garde la mémoire de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire de semer le riz juste avant que la mousson arrive, en regardant les étoiles dans le ciel et tout ça, voilà. Donc il a écrit tout un ouvrage là-dessus, en se disant que peut-être on allait perdre tout ça, et que c'était important peut-être de le consigner dans un livre, pour qu'on n'oublie pas tout ça. Et maintenant on le ressort, ce livre. Et voilà, donc lui c'est un peu le père, après les hommes préhistoriques, là, on va dire, c'est un peu le père le plus ancien de la permaculture, quoi. Après, effectivement, on s'est aperçu qu'en 79, là, le crack pétrolier, donc on s'est aperçu que on a fait plein de choses avec le pétrole, les engrais chimiques et tout ça, mais que finalement, cet engrais, il allait varier, le prix allait varier parce que le pétrole aussi allait varier. Et donc là, ça pose un problème parce qu'on se dit, c'est génial ces engrais chimiques qu'on a produits, mais peut-être, il n'y en aura peut-être plus, parce qu'en fonction de l'offre et de la demande, voilà, le prix variait. Du coup, il y a certaines années où je ne m'en sors pas, parce que le prix des intrants aussi est trop cher. Et donc là, on se dit, mince, peut-être que c'est peut-être pas un système durable. Voilà. Et donc, il y a ces deux amis, là, Bill Mollison et David Holmgren, en Australie, qui se sont dit, pareil, on va écrire les pratiques qu'on faisait avant, on les consignait dans des livres, donc ils ont plein des gros livres comme ça, une agriculture sans produits chimiques. Voilà. Voilà, on aura toujours des ressources, et voilà. L'idée, c'est qu'on n'est pas dépendant d'intrants extérieurs. Voilà. Donc ça, c'était dans les années 80, et puis après, voilà, dans les années 80 aussi, en France, voilà, il y avait Emilia Haslip aussi qui a écrit pas mal de choses, qui n'est pas très connu, parce que ce qu'on connaît le plus, c'est en permaculture, c'est à partir de 2010, c'est la ferme du Bec et Loin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, voilà, je vois des voilà. Donc c'était la petite historique. Alors ça, hop, je voulais juste faire un petit quiz. Je ne sais pas si on a trop le temps. Je parle beaucoup.
Je vais faire un petit quiz, mais juste une question. Alors, vous me dites que j'ai 10 questions, parce que ça, c'est mon permaquiz que je fais pendant mes formations, initiation en permaculture design à l'Oasis de Sainte-Suzanne. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10. 0. 8. 8. Alors, 8. 7. 7. On a dit 8. On a dit 8. On a dit 8. 8. Ah ouais, la 8, c'est pas mal. On ne peut pas donner plus. Alors 8, donc on va regarder juste la question 8. Hop, voilà, question 8. Voilà, la permaculture promeut la coopération, la compétition ou les deux? La coopération. Les deux. Coopération, j'entends les deux, c'est-à-dire Non, pas de coopération. que de la coopération? Ils sont en permaculture, ils sont tous copains? Ouais. Les plantes sont tous copines, tout ça? Ah bah, on est mariés. Dans la nature, il y a les deux. Il peut y avoir de la compétition, mais c'est pas forcément ce qu'on va promouvoir. Les deux, ouais. Ah, les deux, j'ai les deux. Alors un exemple? Toute la nature elle est faite en deux positions. Donc ce qui fait celle qui perd un peu sa puissance, l'autre reprend le terrain. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu ça le concept. Effectivement, on a effectivement les espèces qui colonisent. Voilà, on a une terre qui est nue, on a une espèce qui colonise. Voilà, on a le liseron, vous connaissez le liseron. Voilà, le liseron. On a le liseron qui arrive, mais lui, c'est très bien, il est là pour coloniser, il est là pour créer le premier terreau. Voilà, c'est ça. Il est bien, il va rester le temps qu'il y ait plus voilà, de minéraux dans la terre pour passer à des espèces d'accumulation. Et voilà, c'est tout un cycle. Et en fait, il y a une compétition qui va s'opérer entre ces plantes. Donc, effectivement, c'est une compétition, mais naturelle ou bénéfique. Je ne vous fais pas tout le quiz, parce que ça va prendre du temps. Puis après, vous pouvez le retrouver dans mes formations, à l'Oasis, si vous voulez. Voilà, je fais un petit coup de pub. Qu'est-ce que c'est la permaculture? Alors ça, j'en ai déjà parlé, donc Bill Mollison, David Oldrum, c'est un mélange, voilà, c'est un mélange entre du savoir-faire ancien, mais aussi de l'innovation. Par exemple, est-ce que la permaculture est contre l'IA? Voilà, ça c'est une question, ça pourrait être un nouveau débat. Sauf que c'est inclure plutôt qu'exclure. Voilà, alors c'est ça, comment on l'inclut, l'IA, comment on l'inclut, comment on prend le bon de l'IA, on va dire. Et voilà, c'est un peu ça la réflexion. C'est vrai que la permaculture, elle est partout. Elle n'est pas que dans votre jardin, elle est partout. En fait, elle va être face à tous les thèmes innovants. Voilà, tous les thèmes innovants actuels, quoi. Et donc, il y a même voilà, le but, c'est de vivre durablement sur la planète, et il y a même une dimension politique. Attention, préparez-vous. La dimension politique de la permaculture, c'est de travailler avec la nature et non contre elle. Ouais, il fallait y penser. Il fallait y penser, mais c'est vrai qu'il faut le repenser quand même. Ça paraît simple, mais dans nos activités quotidiennes, voilà, des fois, on ne sait pas bien l'impact qu'on a. Et l'idée, justement, c'est de réfléchir à cet impact qu'on a. Que des fois on ne le sait pas. Donc maintenant on va aborder donc les trois éthiques de la permaculture. Alors est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu les trois éthiques de la permaculture? Non, ça vous dit rien là, les petits cercles, tout ça? Non? Sûr? Bon, j'y vais alors. Juste avant, donc pour bien comprendre l'éthique et les principes de la permaculture, c'est universel, c'est-à-dire quel que soit l'endroit dans le monde, même sur Mars, c'est universel. Par contre, leur application sur votre terrain, dans votre entreprise, dans votre association, n'importe où, là, elle va être spécifique avec votre terrain. Ça veut dire qu'on ne peut pas copier une solution permacole là et puis la reposer là-bas. C'est pas possible. On a toujours les mêmes principes, la même éthique. Mais la technique qu'on va utiliser, les moyens, les méthodes, elles vont être vraiment spécifiques à votre projet. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur YouTube de permaculteurs, où le permaculteur, voilà, il dit « Ah, j'ai fait ça, non, j'ai une super récolte, j'ai fait ça, On fait la même chose chez soi, et en fait, non,
C'est pas bon, il a menti. Il a menti parce que il pleut pas pareil chez nous que chez lui, le sol il n'est pas la même texture. Voilà, il y a plein de choses qui changent en fait. Les espèces qu'il a utilisées, les variétés, tout ça c'est pas les mêmes. Donc voilà, faut pas copier-coller du tout. Alors c'est parti. Donc ces 3 petits cercles, donc les 3 éthiques de la permaculture, c'est être attentif à l'homme, aux humains, on va dire, être attentif aux humains, c'est être attentif à la nature, à la terre, et le 3e, c'est... Non, vous lisez ou pas, non? Et le 3e, c'est partager équitablement, voilà. On part de principe qu'effectivement, il y a beaucoup de richesses dans ce monde et que le partager serait plus bénéfique et résoudrait pas mal de problèmes qui sont créés. Est-ce que je vous donne des exemples? Oui. Ah, des exemples. Donc, par exemple, dans le prendre soin, alors c'est vrai que là c'est marqué prendre soin des humains, moi je préfère dire être attentif à. Parce que quand on prend soin de quelqu'un, on se positionne au-dessus, alors que quand on est attentif, on se met au même niveau. Voilà. Petite nuance. Si on prend soin des humains, alors ça va être on prend soin des humains, de notre communauté, c'est l'habitat, la santé, le droit. Après, on reprendra d'autres exemples dans notre qualité de vie. Si on prend l'environnement, ça va être quelle qualité, on va parler de la qualité du sol, de l'air, de la préservation de la biodiversité, des droits environnementaux, la conservation des espèces, la protection des écosystèmes. Si on prend le partage, le partage c'est dans les entreprises, dans les affaires. C'est-à-dire qu'on a un bénéfice, comment on fait pour le partager? C'est une réflexion à avoir. Voilà, l'idée aussi c'est d'avoir un travail intéressant. C'est vrai que souvent on ne se pose pas la question, on dit il faut faire ça, 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 qu'est-ce qui rentre dans la case? Bon. Non. Voilà, donc l'idée c'est de travailler sur, avoir un travail intéressant. Voilà, dans pas mal de domaines. Après, il y a beaucoup plus d'applications dans la slide suivante. Et donc, l'idée, c'est de... Ça, je l'ai tout dit, les communautés résilientes. Et donc, voilà, sur les 3 principes. Donc, environnementalement régénératif, socialement juste et économiquement viable. Et là, j'ai mis la perma-entreprise. Vous avez déjà entendu parler? Non. Voilà, c'est l'entreprise gérée avec l'éthique de la permaculture. C'est des vraies entreprises, c'est des vraies entreprises. La définition de l'entreprise, c'est un organisme qui est organisé pour... Enfin non, un organisme, c'est un organisme dont le but est d'avoir un bénéfice. Voilà, on reste sur cette définition, c'est la définition de l'entreprise. Mais par contre, ce bénéfice, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça la réflexion. Donc c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce bénéfice? Et puis, pareil, au travail, prendre soin de ses collègues de travail. Voilà, donc c'est tout un mouvement qui est en train de naître. Il y a une centaine de perma-entreprises en France. Il y en a beaucoup en Australie, aux États-Unis. En France, c'est assez nouveau. Mais je vous parle de ça parce que la permaculture est partout. Voilà. Même dans les entreprises. C'est pas incompatible. C'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on ne peut pas faire de la permaculture. C'est juste savoir qu'est-ce qu'on fait de ce surplus. C'est ça. Vous pouvez nous citer une entreprise un peu connue? Une entreprise connue qui est dans le concept de la perma-entreprise, je sais pas. Totalement, je sais pas. Moi, je veux pas, je connais pas bien. Je connais personne qui travaille chez Total, donc je veux pas dénoncer. Je connais personne de. Patagonia. Hein, Patagonia? Non. Patagonia, ça s'inscrit dans un mouvement dans ces règlements. Ouais. Oui, c'est. Ouais. Toutes les coopératives, ça peut être considéré comme Bien sûr. Oui, bien sûr. Après, moi, je vous donne là, c'est des notions, tout ça. Je ne veux pas donner d'exemple, mais voilà, ça va arriver.
après, si on parle des principes de conception, parce que dans la permaculture, donc là, je vous parlais plein de notions, tout ça, de où est-ce que ça va. Maintenant, c'est comment on met ça un peu sur le papier. Enfin, comment on met ça sur le papier, parce que c'est des concepts et tout ça. Donc, à un moment, on va le dessiner, on va le designer. Et donc, les principes de la permaculture, là, il y en a une douzaine. Bon, je vais peut-être pas tout dire. Mais sur les concepts, je sais pas, alors c'est écrit un peu petit, hein, je vous les lis pour ceux qui n'arrivent pas à lire. On va en prendre quelques-uns. Par exemple, il y a observer et interagir, il y a collecter et stocker de l'énergie. Ça vous parle? Donc, un principe en permaculture, c'est collecter et stocker de l'énergie. Non, vous voyez pas le soleil sur un panneau solaire, par exemple? Voilà, on récupère, en fait, le soleil, c'est gratuit. Voilà. Le panneau solaire transforme l'énergie et on peut l'utiliser immédiatement ou la stocker. Créer une petite production. Voilà. Le concept, c'est de créer une petite production. Vous êtes dans votre jardin, même si vous mettez 3 tomates, hop, vous voyez que les tomates poussent, les plants de tomates poussent et vous avez des tomates. Et créer une production, ça, c'est hyper bénéfique. Vous êtes capable, en fait, avec cette petite graine, de créer une autre tomate. Voilà, ça marche avec tous les légumes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Appliquer l'autorégulation, accepter la rétroaction, accepter qu'on puisse s'être trompé et rectifier. Il y a utiliser, valoriser les services des ressources et les ressources renouvelables. Ça, on connaît. Ne pas produire de déchets. Et oui, ne pas produire de déchets. Plutôt que de se compliquer la vie à savoir comment on va les recycler, est-ce qu'on pourrait réfléchir à ne pas en produire finalement? Comme ça, on s'enlève le problème et la solution. Pareil. Voilà, comment on fait pour ne pas produire de déchets? Partir d'une structure d'ensemble et arriver au détail, c'est souvent penser les projets globalement et après aller dans le détail plutôt que de faire l'inverse. Des fois, on va chercher, on essaye de résoudre juste le petit problème qui nous embête, mais sans réfléchir à la structure globale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Intégrer plutôt que séparer. Voilà, ça on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Utiliser des solutions à petite échelle et avec patience. C'est-à-dire que chacun de vous pouvez tester des choses chez vous, et puis ça fonctionne, vous en parlez à l'association, au collectif, et puis en faisant des petites expériences comme ça, ça va valider finalement cette grande expérience. Utiliser et valoriser la diversité, utiliser les interfaces, valoriser les éléments de bordure. Valoriser les éléments de bordure, ça c'est intéressant. Je reprends un exemple. Vous voyez ce que c'est un élément de bordure? Non? Alors, oui, c'est ça, une lisière de forêt, non? Qui a dit ça? Voilà, la lisière de forêt. Ah oui, je vois. La lisière de forêt, effectivement, on a une forêt, par exemple, on a un étang, au milieu d'un bois, et puis après, on a ce qu'on appelle on a une route ou un étang, et en fait, la lisière de la forêt, c'est un espace qui n'est pas arboré, et c'est un espace qui ne va pas rester nu. Donc, en fait, il y a des nouvelles espèces qui vont s'installer, puisque la lumière va rentrer différemment que dans la forêt. C'est quand on crée une clairière aussi, ça peut être ça aussi. On crée une clairière, il y a la foudre qui s'abat, ou il y a un feu dans une forêt, par exemple. Ça va créer une clairière, et puis ça va créer un nouveau écosystème avec une lumière qui est différente, avec une pluviométrie différente, et donc on va créer d'autres espèces. Et puis après, j'ai un autre exemple, c'est par exemple, vous voyez les étourneaux dans le ciel. Comment ils font? Oui, c'est des grands nuages d'oiseaux. Vous voyez les grands nuages d'oiseaux? Ils font zzz, ils partent comme ça, zzz, puis après comme ça, puis après comme ça. Ouais, mais comment ils font? Parce qu'ils sont des milliers. Il y a un mâle alpha. Ils sont des milliers. Il y a un mâle alpha. Je sais pas. Donc en fait, ils sont des milliers, ils se déplacent très vite. En un quart de seconde, des milliers d'oiseaux font des formes comme ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Même GPS. GPS? Ils communiquent entre eux, mais comment? Ils sont des milliers.
ça va trop vite. C'est un millième de seconde. Qui dirige le groupe? Le grand horloger. Qui dirige le groupe? Est-ce que c'est celui qui est au milieu? Est-ce que c'est le chef, celui qui est au milieu? Non. Pourquoi l'oiseau du milieu ne peut pas diriger? Et voilà, parce qu'il est aveuglé par tous, par les autres. Donc, qui va diriger le groupe? Les bordures. C'est ceux qui sont en marge. C'est ceux qui sont en marge de tout système qui vont diriger le groupe. Voilà, je vous laisse réfléchir. Donc il faut être marginal. Hein. J'ai pas dit ça. Alors là, on arrive à la fleur de la permaculture, avec ces 7 domaines. Donc, je vous disais, là, on a beaucoup parlé, soin à la terre, mais la permaculture, ça s'applique à l'habitat. Donc, c'est l'éco-construction. Donc, ici, il y a plein d'exemples. Dans l'habitat, c'est l'éco-construction, c'est comment je fais ma maison passive, par exemple. Je n'utilise pas de chauffage. Plein de solutions comme ça. Sur les outils et la technologie, qu'est-ce qu'on a comme exemple? C'est d'utiliser des produits qui sont recyclés, utiliser l'énergie des éoliennes, valoriser les déchets, les transformer aussi en énergie. Sur l'enseignement et la culture, alors qu'est-ce que ça peut être? Vous avez des exemples un peu, permaculture, sur l'enseignement et la culture. Est-ce qu'il y a un seul type d'enseignement? Non. Les pédagogies alternatives. Voilà, c'est ça. Il y a différents types d'écoles qui voient l'éducation d'une autre façon. Donc c'est ça aussi, c'est l'éducation alternative. Ici, dans le domaine de la santé. Ah, c'est intéressant. Santé et bien-être. Donc si vous n'allez pas chez votre médecin favori, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un algorithme. Oui. Ramasser des plantes. Ramasser des plantes, voilà, c'est ça. Les énergéticiens. Il y a toute la médecine aussi alternative. Il y a d'autres façons aussi de se soigner et surtout de prévenir aussi. C'est ça. Parce que souvent on va chez son médecin parce qu'on est malade, mais finalement si on prend des bonnes habitudes, on cueille des plantes dans la forêt. Si on ne fume pas, si on boit pas. Si on ne fume pas, si on voilà. Eh bien, après tout le monde est en meilleure santé. Voilà. Donc c'est sur ça qu'on réfléchit. Sur la finance et l'économie. Finance et économie, ça j'en ai déjà parlé. Donc c'est beaucoup sur la redistribution effectivement de la richesse. C'est Karl Marx. C'est tout ce qui est épargne solidaire, le commerce équitable, évidemment. Voilà. Et le dernier, c'est le foncier et gouvernance. Alors ça, c'est quoi? Foncier et gouvernance. Gouvernance À qui on horientale. attribue les terres, à qui on attribue les fermes, à qui on attribue... Ouais, voilà, il y a de ça. C'est tout le fonctionnement effectivement de la coopérative. C'est le triangle là quand on voit. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont organisées avec un chef qui va décider. Et puis après, d'autres, les personnes qui sont en dessous, les N-1, -2, -3, qui doivent obéir. Alors que il y a d'autres formes en fait de fonctionnement, de management, on appelle le middle management, où chaque personne a davantage de pouvoir dans son entreprise pour prendre des décisions pour le bien-être de tout le monde. Voilà. Donc il y a des modèles comme ça, et moi je trouve que c'est bien. Mais c'est mon avis. Donc voilà. Et donc l'idée, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que juste sur la slide d'avant, personne ne m'a parlé du petit arc-en-ciel là au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? LGBTQ+. Je sais pas, c'est qu'on a tout réuni, ça fait le point idéal. Eh oui, mais ça vous fait pas penser à... L'œil. Voilà, c'est une cible, en fait, c'est un jeu de fléchettes. Et alors, si on tire dans le mille, qu'est-ce qu'on a?
Et voilà, ça veut dire que notre décision, si on tire dans le mille pour nos projets, pour nos décisions, si on tire dans le mille, ça veut dire qu'on a pris en compte les 3 éthiques de la permaculture. Et ce qui est préconisé dans la permaculture, c'est que pour chaque décision, pour chaque projet que vous voulez réaliser, vous réfléchissez à tirer dans le mille. Alors, c'est pas évident, hein, il faut être adroit, il faut un peu de pratique, un peu de temps, et puis personne n'est parfait, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais juste parler un petit peu du design, c'est ce que je parlais, voilà, le design et la conception. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé de beaucoup de choses, voilà, des fois conceptuelles, tout ça, et à un moment, il faut le poser sur le papier. On a plein de choses dans la tête, il faut le poser sur le papier. Donc là, c'est l'exemple du jardin, où justement, le design de permaculture, lui, par rapport à un design de paysagiste, par exemple, classique, le design de paysagiste, il va disposer les choses, vous dites, bon, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, le paysagiste, il va fournir tout comme ça, tac, 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 tac. Le concept en permaculture de design, lui, il va être basé sur un entretien approfondi avec le porteur de projet. Pourquoi vous voulez faire ça et comment et tout ça. Donc, c'est une démarche qui dure plus longtemps, mais qui est censée être plus appropriée et qui correspond davantage aux besoins en fait, de la personne qui s'engage dans cette démarche. Et du coup, à la fin, on aboutit voilà, à ce type de design où on dit, voilà, on met le potager ici, on met les poules ici, on met une haie brise-banc ici, en fonction voilà, des strates, de la lumière, de l'eau, des variétés, voilà. C'est issu d'une pas mal de réflexions. Voilà. Moi, je peux vous accompagner hein, si vous voulez là-dessus. Hein. Si vous voulez réfléchir là-dessus. Voilà, ça c'est le concept du design. Alors, concrètement... Ah oui, il y avait ça. Chose avant. Personne m'a dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je fais de la permaculture dans mon jardin? Enfin, à quoi ça sert? Non? Pourquoi inviter la permaculture dans votre jardin? Pourquoi pas? Pour partager. Pour partager? Partager quoi? Ah ben, ce qu'on a récolté avec d'autres, échanger. Ouais, échanger, ouais, c'est pas mal. Voilà, faire revenir les renaturer, effectivement. Donc, je fais venir la permaculture dans mon jardin. Voilà, on est sur un jardin voilà, écologique, donc qui respecte l'environnement. On n'utilise pas de produits chimiques, hein, c'est vrai que je ne le dis pas, mais effectivement, on est dans cette idée-là. La biodiversité qui revient au jardin, donc la faune, la flore, voilà, tout ça. Un espace végétal esthétique. C'est pas parce que on va mettre que des plantes qu'on va manger ou qu'on va faire qu'un potager que ça va être un peu moche ou pas très esthétique. On peut rendre aussi esthétique uniquement en utilisant des espèces nourricières, même sans espèces ornementales. Et à l'Oasis Gourmande, il n'y a que des espèces, moi j'ai mis sur 5 mm², j'ai mis que des espèces qui se mangent, et je trouve ça joli. Bon, il y a peut-être moins de fleurs, hein, peut-être moins de couleurs, moins de fleurs et tout ça, mais je trouve ça très esthétique. Vous pourrez venir voir, vous êtes invités hein, à venir voir. Et voilà, et puis la permaculture, alors c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup de production. Ah oui, bah, une petite annonce, effectivement, je suis inscrit aux journées du CPIE Mon Jardin, Bienvenue dans mon jardin au naturel, les 14 et 15 juin prochains. Donc vous êtes invités à venir là tout le week-end, samedi, dimanche. Il y aura des petits prospectus qui vont sortir. Et toutes les heures, voilà. Et toutes les heures, pardon? Ah, la fête du livre? Non, mais après, voilà, ça dure. Vous venez 1 heure et puis vous faites le petit tour, tout ça. Et donc toutes les heures, je vais faire une présentation. On va se balader dans le jardin, puis je vous présenterai moi tout ce que j'ai fait, mes expérimentations et tout ça, pourquoi, comment, la lumière. Moi, je vous dirai pas tout, mais un petit peu. Faut bien justifier les stages. Voilà, on va essayer, il faudra venir en stage pour avoir la suite. Voilà, j'avance un peu parce que je parle beaucoup. Juste voilà, des petites notions de design en permaculture, c'est par exemple le zonage. Le zonage, on parle de zone de 0 à 5. Là, c'est juste un élément du design.
Donc la zone 00, c'est moi de l'intérieur. La zone... Non, la zone 00, elle n'est pas dessus, c'est moi. Non, c'est moi parce que je ne suis pas dessus. La zone 00, c'est moi, c'est mon intérieur. La zone 0, c'est la maison. La zone 1, en fait, c'est la zone où je vais aller plusieurs fois par jour. Je vais me déplacer plusieurs fois par jour. Donc, souvent, ça correspond aux poules ou au potager. La zone 2, je vais y aller peut-être une fois par jour ou plusieurs fois par semaine. La zone 3, là, je vais y aller peut-être que voilà, une fois par semaine ou pas plus. La zone 4, c'est une fois par mois. Et la zone 5, je ne mets jamais les pieds. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais voilà, c'est des concepts comme ça pour organiser son espace. C'est la forêt, là, en zone 5. Alors, en zone 5, ça peut être soit la forêt, soit une prairie qui va se transformer en forêt, où je laisse justement les espèces qui vont s'installer toutes seules. Et je ne viens pas voilà, avec le tracteur, tout ça. Parce qu'il y a une faune et une flore qui vont se développer. Si on ne marche jamais sur cet espace-là, on va avoir d'autres espèces qui vont s'y mettre. Et puis une autre petite une façon de réfléchir dans le design, c'est, je ne rentre pas dans les détails non plus, hein, c'est juste pour vous donner comme ça des notions, c'est l'analyse fonctionnelle d'un élément. Donc là, on est sur la poule. Donc, tout le monde connaît une poule, mais je pense que tout le monde ne connaît pas le potentiel d'une poule. Voilà, et donc l'idée c'est toujours réfléchir sur les entrées, les sorties. Voilà, c'est un système, le système poule. Donc qu'est-ce qui rentre? C'est-à-dire que voilà, pour la poule, il faut donner à manger, de l'eau, il faut de l'air, et qu'est-ce qu'il en sort? Parce que la poule, ça fait un œuf, mais pas que. Des crottes, voilà, des plumes, et la nourriture, on la mange. On la mange, voilà. Et ça donne de la chaleur aussi. Oui, la chaleur des poules, en fait, souvent, elle part comme ça. On ne la récupère pas. Pourquoi? Voilà. Donc, si on fait son poulailler, par exemple, dans une serre, dans sa serre, on fait un poulailler dans sa serre, et on met sa table à semis au-dessus du poulailler. Comme ils ont fait au Bec et Loin, peut-être pour ceux qui... Voilà. Et donc, la chaleur, elle est récupérée pour faire ses semis au mois de février dans sa serre non chauffée. Voilà, c'est un exemple. Une fonction, plusieurs éléments, un élément, plusieurs fonctions. Et l'idée, c'est de mettre les éléments les uns à la suite des autres. Le problème et la solution. J'ai des fientes, qu'est-ce que j'en fais? Hop, je les mets dans mon jardin, les légumes, je récupère le compost, je le remets. Et puis après, voilà, le concept du jardin-forêt. Le jardin-forêt, l'idée, c'est de mettre plein d'espèces qui sont assez rapprochées, et puis de jouer avec les besoins en lumière, les besoins en eau, les abrissements, voilà, donc il y a tous les strates, en fait, qui ont besoin qui ont des besoins différents. Donc, c'est savoir comment les positionner. Voilà, ça donne ça. Là, on est à l'Oasis Gourmande de Sainte-Suzanne. Donc là, ça, c'est un design que j'avais fait il y a quelques années. Voilà, c'est un design assez simple. Hein. et donc, ça s'est traduit voilà, par... alors moi, j'ai fait mon jardin-forêt en forme de mandala. Bon, c'est pas le plus simple. Hein. Je vous conseille si vous partez sur le mandala, c'est une forme ronde, c'est super, ça demande un peu plus de travail, mais voilà, ça peut se faire en ligne. C'est pas une obligation. Bon, je dis ça parce qu'il y a souvent des gens qui me disent, mais moi, le mandala, ça va être compliqué et tout. Il n'y a pas d'obligation. On peut faire en ligne aussi. On peut faire voilà, tout type de forme. Voilà. Et puis ça, c'est un des designs que j'avais réalisé à l'époque. Voilà. On place les éléments comme ça. Voilà, ça peut être simplement des petits éléments. L'idée du design, c'est pas forcément quelque chose voilà, comme Julia peut faire, voilà, stylé, comme ça. Mais ça peut être justement les éléments pour les avoir en tête, puis après démarrer sa planification et tout ça. Voilà, là c'est toujours l'Oasis, donc voilà, c'était comme ça. Voilà, et l'année d'après, hop, ça s'est transformé comme ça. Voilà. Bravo. Mais il faut connaître les plantes qui se marient entre elles. Ah, voilà, il faut connaître les plantes. Et là, c'est tout, voilà, il faut connaître les plantes. C'est ça.
Donc il faut un spécialiste de plantes qui vont bien ensemble, ce qu'on appelle les guildes. Voilà. Ah oui, j'en connais un. Et alors je vais terminer un peu là-dessus. Je voulais juste quand même vous parler du triptyque eau, sol, plante. Là maintenant on va s'intéresser surtout au jardin, avec des notions d'hydrologie régénérative. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un peu, beaucoup, non, ça ne vous dit rien. Donc, moi, je fais partie de l'association qui est née donc, pour une hydrologie régénérative. Donc, c'est une association française qui est née il y a 2 ans. Et donc, l'idée, c'est de faire des conférences sur l'eau, de parler de l'eau et surtout de parler de l'eau verte. Alors, je ne vais pas vous faire tout un cours, mais souvent, on parle de l'eau bleue. Il y a l'eau grise, l'eau bleue et l'eau verte. Souvent, on parle, ce petit schéma-là, voilà, vous voyez, on a appris ça à l'école. Donc l'eau, comment ça fonctionne? L'eau, c'est le soleil, il arrive sur la mer, c'est ça? Hop, il prend l'eau. Non, il prend l'eau comme ça, ouais, hop, il est prêt, hop, voilà, il arrive sur le continent, hop, et il y a la pluie qui tombe sur la montagne, hop, et ça coule. Voilà, et en fait, ça, c'est 50% de l'eau douce. Et les autres 50%, elles sont où? Dans les glaciers, ouais, ça pourrait, ouais. Dans les nappes, ouais, mais ça bouge comme ça. Voilà, dans les arbres, c'est l'eau verte. Et donc, c'est l'eau verte. Et ça, on n'en parle jamais. Même les scientifiques, ça fait très peu de temps qu'on parle de l'eau verte. C'est l'eau, en fait, qui est recyclée au-dessus des arbres. Alors, on le voit très bien dans la forêt amazonienne. On voit des brumes, des mers, en fait, de nuages. Vous voyez, c'est des images un peu non au-dessus comme ça. Et en fait, c'est l'eau qui sort des arbres et qui reste là et qui retombe. Oui, c'est tout bête. C'est pour ça que quand on coupe une forêt, on se prive de 50% de cette eau douce. Donc on dit, ah bah oui, on a coupé la forêt, maintenant il y a le changement climatique et tout ça, mais il y a quand même un lien. Et donc l'idée, c'est si on recouvre de végétal effectivement toute la surface, on crée ce cycle de l'eau verte, voilà, qui est régénéré. Donc c'est pour ça que dans les déserts, dans le Sahel, voilà, en fait il n'y a pas d'arbres, donc il n'y a pas d'eau, et puis en fait c'est un cycle, c'est de pire en pire en fait. Et comment on peut inverser ce cycle? En plantant. En plantant, voilà, c'est la seule solution. Voilà, et on plante partout, et l'eau va revenir, les nuages vont revenir en fait. Voilà. Pas besoin d'envoyer des produits chimiques dans les nuages pour qu'ils pleuvent. En plantant, en fait, on en rigole. Et oui, mais ça c'est une croyance. C'est une fausse croyance. Non, mais c'est normal. Mais moi aussi, pendant longtemps, je me suis dit, mais pour que ça pousse, il faut arroser la plante. En fait, non, c'est le fait de planter qui va amener l'eau verte, et qui va nourrir les plantations. Oui, il faut aider un petit peu, évidemment, les premiers arbres. Un petit peu, tu craches dessus le matin. Mais c'est pas que ça, parce qu'effectivement, beaucoup de gens disent, je ne vais pas planter dans le désert, il va falloir arroser pendant des années, tout ça, ça va pas marcher, mais en fait, il faut utiliser les bonnes plantes avec le bon sol et tout ça. Et en fait, c'est ça qui marche le plus, quoi, c'est planter. Voilà. J'en dis pas plus. Et juste ça, donc c'est le concept, ouais, j'en ai pas parlé, mais l'hydrologie régénérative, le concept, en fait, c'est de ralentir, répartir, infiltrer, stocker les eaux de pluie et de ruissellement. Ça, par exemple, c'est, vous voyez, dans le sud de la France, l'association, il y a beaucoup de gens dans la Drôme, parce que bon, c'est très sec et tout ça. Et donc, on voit, en fait, les vignes qui sont plantées dans le sens de la pente. Vous savez pourquoi on plante les vignes dans le sens de la pente? Parce que... oui, mais non, mais techniquement, pourquoi on plante les vignes comme ça et pas comme ça? On est sur une montagne, vous voyez, comme ça. En fait, si on plante dans ce sens-là, il faudrait que le tracteur, il ait une roue un peu plus haute. Parce qu'en fait, on se retrouve comme ça dans les parcelles. Du coup, les agriculteurs, ils ont planté comme ça, parce que monter avec un tracteur et descendre, c'est moins dangereux.
Mais oui, il y a une logique à tout. Sauf que le problème, c'est que la petite surface arable, qui était intéressante de sol, quand on plante dans le sens de la pente, ben, il y a tout qui part. Et en fait, ça fait des années, ça fait 30 ans, 40 ans, et tout est parti en bas. Donc, on est sur des sols très pauvres et qui ne s'aggravent pas, en fait. Donc, on est à la fin. Il y a des gens qui arrachent les vignes et tout ça. On est à la fin du système. Et donc, l'idée, ça pourrait être de partir dans l'autre sens. Ce qu'on appelle les K-line design. Donc, c'est des lignes, en fait. Ça se fait à la pelleteuse. On fait des lignes de niveau, comme des sortes de terrasses. Alors, on ne va pas tout reterrasser comme les Incas, hein, pas non plus exagérer, mais on crée des lignes de niveau ici, comme ça, voilà, ça suit, on est toujours à la même hauteur, et donc on creuse comme ça une petite butte. Alors du coup, ça oblige effectivement le tracteur à suivre toujours ces lignes. Mais ça permet d'infiltrer davantage l'eau, voilà, d'infiltrer l'eau et puis éviter que les pertes de fertilité. Voilà. Et là, ça commence en France, il y a pas des projets à grande échelle. En Slovaquie, là, ils font un projet sur toute une grande région, enfin, sur une région grande comme la Bretagne. Ils ont investi des millions et des millions et des millions. Et ils vont tout refaire le paysage comme ça, avec des lignes de niveau. C'est un pari. Mais terrain pentu. non, il n'y a pas besoin. Non, sur tous les terrains. Parce que même quand il n'y a pas beaucoup de pente, il y a quand même une érosion. Sur la partie sol, je voulais juste faire un focus sur la lithofère, la litière forestière fermentée, parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé depuis 10 ans. En fait, pour améliorer le sol, l'idée c'est de s'inspirer de la forêt. Donc on prend de l'humus, on prend 2-3 kg d'humus de la forêt, et on le mélange avec du son de blé, du sucre et de l'eau. On l'enferme dans un bidon, là, je ne sais plus déjà, ouais, voilà. On met dans un bidon comme ça, sans air, et on a tout le mélange, en fait, qui va être contaminé de bactéries levures de la forêt, qu'on va utiliser dans son jardin. Dans le potager, dans le verger, on va recréer, en fait, les bactéries qui étaient dans la forêt, on va les remettre, en fait, dans son jardin pour recréer le système de la forêt. Alors, elles ne vont pas toutes survivre, mais il y en a une partie qui va survivre, et qui va aider l'écosystème, créer des mycorhizes. L'idée, c'est de recréer les mycorhizes, les connexions en fait entre toutes les plantes. Parce que quand on plante un jardin-forêt chez soi sur une pelouse, bah, le temps que les feuilles tombent et que ça recrée de l'humus, bah, il faut attendre quand même un certain temps. Et en mettant cette solution-là, donc qui est pratiquement gratuite, hein, moi je l'ai beaucoup utilisée parce que j'ai beaucoup travaillé avec les petits producteurs en Côte d'Ivoire, en Équateur et tout ça. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, puisque c'est des ressources gratuites qu'on va chercher dans la forêt. On a du son de riz pratiquement gratuit. Et voilà, on mélange ça, hop, et ça permet d'avoir une meilleure fertilité, de doubler les rendements, et puis tout ça naturellement. Voilà. C'est mieux que le fumier? C'est mieux que le fumier, c'est complémentaire. On peut avoir un effet, ça c'est le bokashi. Bokashi, c'est un mélange entre le fumier et les micro-organismes de la forêt. C'est une dégradation, ça un boostant. Donc voilà, on peut mélanger les deux aussi. Mais on n'est pas sur la même chose. Hein. Là, je vous parle de bactéries, de cocktails de bactéries bénéfiques et tout ça. Alors que voilà, le fumier, on est sur des doses d'azote importantes. Je vous en dis pas plus. Et une dernière notion, je crois qu'on est pratiquement fini, voilà, c'est l'agroforesterie syntropique. Alors ça, c'est nouveau aussi, ça vient d'arriver en France. Il y a une jeune, moi je fais partie de l'association aussi Destination Syntropie. C'est tout nouveau. Voilà, la syntropie, vous savez ce que ça veut dire, la syntropie? Non, personne ne m'a posé la question. Si, bon, je l'ai mis un peu sur la diapo. Mais... Donc, la syntropie, c'est très simple. C'est aller du simple vers le complexe. Pourquoi? Aller du simple vers le complexe. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit qu'on a oublié en fait le fonctionnement de la nature. Le fonctionnement de la nature, il est assez complexe. Et plus on avance, plus ça se complexifie. Donc nous, ce qu'on a fait depuis une centaine d'années, c'est de simplifier la nature. Donc on a demandé aux agriculteurs de faire voilà, de la monoculture. On ne leur a pas demandé de comprendre la vie du sol, des bactéries, l'intérêt
c'est de la monoculture, on a simplifié en fait la vie du sol, la vie de la plante. Il y a une variété de blé qu'on plante à tel moment, tac, 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 tout s'enchaîne. Partout en France, c'est comme ça, clac, 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 il reste 3 variétés de blé. Donc on n'a pas de diversité. Et donc on a simplifié l'agriculture. Sauf que, comme je vous ai dit en début de conférence, on a simplifié, du coup, on a oublié. Changement climatique, le blé, et ben, les variétés améliorées, elles vont avoir des rendements qui diminuent. Donc comme on a tout simplifié, ben, on ne sait plus. Donc l'idée, c'est de réapprendre le fonctionnement du vivant avec la syntropie. Et donc c'est vulgariser le compliqué, mais simplement. C'est la simplexitude. Voilà, c'est un nouveau mot. Voilà. Après, si vous voulez en savoir plus, je fais une formation spécifique de 3 jours pour parler de tout ça, où je vulgarise le vivant, enfin, le compliqué du vivant, pour réapprendre tout ça. Est-ce que je lis la définition? Voilà, l'agriculture syntropique vise à créer des agro-écosystèmes productifs et résilients, voilà, qui résistent au choc, qui imitent des écosystèmes naturels environnants. Voilà, en termes de structure, donc c'est toujours pareil, c'est le système de l'espace. Et l'idée, en fait, c'est quand on plante, c'est d'écrire un scénario sur 100 ans, sur 150 ans. Enfin, quand on plante des choses dans son jardin, en agriculture et tout ça, l'idée, c'est d'imaginer pour les autres générations qu'est-ce que ça va donner, en fait. Parce que l'agriculture d'aujourd'hui, c'est juste sur une année. Enfin, on plante une année, on met des produits, on récolte, et quand on récolte, le sol, il est appauvri. Donc l'année d'après, eh ben, on refait la même chose. On va remettre du maïs, on va remettre des produits, et on va récolter. En fait, il n'y a pas de... C'est pas durable. À chaque fois, en fait, on recommence à zéro. Donc là, l'idée, c'est d'écrire un scénario sur 150 ans en disant ouais, je vais mettre ça, je vais moins labourer, après je vais mettre ça parce que ça va faire un apport d'azote naturel, enfin les engrais verts, il y a déjà des choses qui sont faites, hein. Mais moi je parle du modèle, voilà, donc il y a déjà des améliorations, c'est intéressant. Mais l'idée, voilà, c'est d'aller plus loin, puis de réfléchir à ça. Pourquoi en réfléchir sur 100 ans? Parce que voilà, dans 100 ans, nous, on ne sera plus là, mais nos enfants, nos petits-enfants, eux, ils seront là. Qu'est-ce qu'on leur laisse? En fait, c'est ça, c'est la réflexion. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais l'idée de la syntropie, c'est quand même planter très serré. Tous les 20 cm, une plante. Il y a plein de choses qui poussent, et puis 3-4 fois par an, on vient perturber, on vient couper comme ça, de la bourrache, voilà, plein de plantes qui ont, en fait, c'est des plantes à biomasse qui vont aller chercher les minéraux dans le sol, ils vont les remonter en surface, nous on les coupe, clac, clac, et on fait un paillage vert naturel qu'on dépose au sol. Ce paillage va nourrir les arbres fruitiers, le potager, les vignes, voilà, nos productions, et en même temps il va éviter l'évaporation. Donc avec ce concept-là, plus besoin d'arroser, plus besoin d'apporter de fumier, de paillage, de bois, là, voilà. L'idée c'est de supprimer en fait tous les intrants extérieurs et de créer sa propre énergie sur place. En fait, il y a plein de minéraux dans le sol qui sont à côté, près de la roche-mère, mais qui ne sont pas assimilables par les plantes. Donc l'idée, c'est de les rendre assimilables grâce à la biomasse. Par exemple, la consoude. Vous connaissez la consoude? Voilà. Consoude, on dit, oh, on en a marre, il y en a trop, tout ça. Non, c'est ça. Et bien, en syntropie, on adore la consoude, et moi, j'en ai mis partout. Par contre, vous viendrez chez moi pour la couper. Voilà, je vous invite à le faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Comment? Tu fais une formation? Oui, je fais des formations, et puis après, j'aurai peut-être besoin d'aide aussi, les chantiers participatifs aussi, si ça vous intéresse pour l'année prochaine, quand ça aura bien pris. Chacun prend une petite faucille, un signe. J'ai un site, alors j'ai pas encore de site internet, mais tous les éléments ici pour avoir des informations sont sur la table.
Qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? Ça c'est ça c'est à l'Oasis, voilà. C'est quelques photos de l'Oasis gourmande, où là j'ai commencé mes lignes en agroforesterie syntropique. Voilà, c'est des lignes comme ça, plein de choses. Et ce qui est super sympa après avec les jardins de forêt et tout ça, c'est qu'on peut cuisiner ses propres aliments. Voilà, il y a des bouquins maintenant qui sortent sur le jardin forêt, ça y est, vous l'avez planté en permaculture, c'est super, mais maintenant je fais quoi avec mes récoltes? Et donc maintenant, on peut les cuisiner aussi. C'est super. Plein de légumes oubliés, tout ça. C'est un peu la difficulté. Hein. Des fois, on se dit, voilà, on a planté plein de trucs, puis on ne sait pas quoi faire des récoltes. Il y a des trucs bizarres. Je crois qu'il reste quelques diapos. L'importance du réseau. C'est que, en permaculture, chacun fait des petits essais. Ouais, je crois que c'est la fin, c'est ça? Ouais. Je vais terminer. Chacun fait des... Ouais. Donc l'idée, c'est de... En permaculture, chacun fait des essais, un peu comme ça, dans son coin. C'est important. Et puis c'est important de le partager. Et puis c'est important aussi de le partager aussi avec d'autres. C'est ça la force du réseau, parce qu'il n'y a pas forcément des subventions du gouvernement et tout ça pour faire des grands projets en permaculture là, en France, même dans d'autres pays. Donc l'idée, c'est que ça vienne des associations, des individus, toujours pareil, faire des petites démarches, puis après ça remonte par le haut. Voilà, et puis après, en permaculture enfin, donc j'en ai déjà parlé, la ferme du Bec et Loin, depuis 2006, hein, que vous connaissez. Moi, je fais partie de l'Université des Alvéoles, qui est une université de permaculture dans la Drôme, voilà, donc depuis une quinzaine d'années. Avec plein de formations aussi très intéressantes. Mais il y a Terre et Humanisme aussi, avec Pierre Rabhi, qui fait pas mal de choses, là, sur l'agroécologie, tout ça. Il y a Ferme d'avenir pour les agriculteurs aussi, pour que les agriculteurs passent en modèle permacole. Et puis, ça j'en ai déjà parlé, Destination Syntropie. Et puis voilà, je crois que c'était ma dernière slide. Ça c'est l'Oasis gourmande que je vous ai déjà parlé, hein, qui est donc à Sainte-Suzanne, qui est un centre de ressources. Voilà, en permaculture, on fait des expérimentations, il y a des formations, il y a des... l'idée c'est d'accueillir aussi des scolaires. Là tout à l'heure, j'étais avec la directrice de l'école de Sainte-Suzanne, pour que les scolaires aussi puissent visiter le site, faire des mélanges de lithofères, tout ça, des petites patouilles, là. Ça c'est bien. Et voilà. Et donc l'idée, la vocation du site, c'est pouvoir observer les pratiques en permaculture, de pratiquer aussi. Je ferai des invitations pour des chantiers participatifs aussi, si vous voulez perturber avec moi des plantes comme ça, avec un petit sécateur, c'est bien quand on est plusieurs. Et puis apprendre et partager. Et je crois que c'est fini. Ça, c'était les formations, mais ça, vous retrouverez, je fais des formations sur initiation permaculture design, ça c'est la base de la permaculture. La prochaine, c'est dans 3 semaines, 16 et 17 mai. Et puis, je fais des formations sur l'agriculture syntropique, on en a parlé, sur la lithofère aussi. Et puis, créer son jardin nourricier, reconcevoir son potager à la sauce permacole aussi. Donc, c'est des nouvelles idées, parce qu'il y a des gens qui ont déjà un potager, donc c'est de reconcevoir. Puis après, le classique des multiplications végétales, bouture, marquetage. Parce que quand on plante beaucoup en syntropie, l'année d'avant, il faut préparer sa micro-pépinière. Donc voilà, je peux aider là-dessus. Mais c'est très intéressant, le vivant, de voir qu'on peut reproduire des plantes et tout. Moi, je trouve ça magique. Plutôt que de tout aller acheter dans des pépinières et tout ça, et même sur un tout petit espace, là, vous replantez, quand on a un peu des techniques, clac, 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 hop, on fait un peu des greffes, tac, 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 tac. Et voilà, c'est la magie du vivant, et je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Oui. Je la refais parce que je connais un peu la réponse, mais je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Et la question est la suivante, c'est que le chantier il est gigantesque. On parle de 10 milliards de population, 10 milliards dans les années 2050. Donc, comment est-ce que la permaculture sera la solution pour nourrir toutes ces personnes?
Parce que là, ça semble quand même axé sur les jardins, le potager, mais l'agriculture de masse, ça va être plus compliqué. Mais tu m'as déjà répondu, mais je suis plus intéressé. Oui, mais c'est toujours la même question qui revient. Alors, j'ai essayé de donner des modèles avec des agriculteurs aussi, en agriculture. Parce que l'idée, effectivement, là, on est sur des modèles où, par exemple, en agroforesterie synanthropique, on est sur des petits modèles. Aux États-Unis, en Australie et tout ça, ça fait déjà 20 ans qu'ils ont fait des fermes là, de 500 hectares sur l'agroforesterie synanthropique. Là, la photo que je vous ai montrée, là, c'était... oui, là, c'est là. Voilà. Voilà, ici, ça, c'est un domaine, c'est Ernst Götsch, un Suisse allemand là, qui vit au Brésil. Et lui, il a transformé, il y a 40 ans, il s'est mis dans l'agroforesterie synanthropique. Et donc, il a 500 hectares. Et donc, il a travaillé tout le modèle en plantant. Il était dans le désert, là, plutôt dans la partie désertique du Brésil. Et donc, lui, voilà, il mêle le potager, les lignes, là, c'est des bananiers, mais voilà, on peut mettre des lignes de verger, voilà, donc ça peut s'appliquer aussi à l'agriculture en France. Et en France, pour l'instant, il y a une quinzaine d'expériences où il y a des gens qui se sont lancés il y a 6 ans. Au lieu de faire un verger de pommes, par exemple, classique, ils ont fait tout en synanthropie. Il y a effectivement les pommes qui sont en ligne, mais au pied, il y a plein d'aromatiques, il y a des saules, il y a de la bourrage, de la consoude, et voilà. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris toute la biomasse, en fait, il la met en ligne, et donc au lieu de le couper au sécateur, ce que je vous expliquais là, on le passe avec une barre de coupe derrière le tracteur, et en fait, c'est un petit système où on coupe la consoude et on la projette sur la ligne. Donc en fait, il y a des systèmes qui sont en train de naître pour mécaniser aussi et pouvoir produire. Effectivement, si chacun fait ça dans son petit jardin, c'est bien, mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Il faut faire ça à grande échelle. Et donc nous, avec l'association, on cherche aussi des agriculteurs qui veulent tenter l'expérience et aller plus loin. Parce que on pense que, comme ce que je vous expliquais, c'est qu'on a des variétés hyper performantes. Et on voit que même, de toute façon, avec le changement climatique, même en dépensant beaucoup d'argent dans la recherche agronomique, on n'arrivera pas à aller aussi vite que le changement climatique. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien d'être performant, d'avoir des variétés de blé qui vont faire 2-3 quintaux de plus. Pourquoi ? Il vaut mieux mélanger les variétés et tout ça. Donc, pour moi, nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, travailler en permaculture, on arrivera à mieux nourrir le monde, on sera plus préparé au choc, en fait, du changement climatique ou autre, ou du manque de pluie et tout ça. Oui, il y a une éthique incroyable dans tout ce que tu nous as exposé, bien sûr, et ça se heurte, je suppose, à des intérêts qu'on connaît tous dans l'agro-industrie, et il doit y avoir des oppositions énormes, puisque le but, c'est le profit immédiat. Donc, en effet, là, dans tout ce que tu nous as raconté, c'est sur le long terme, c'est l'éthique, c'est le partage, enfin, c'est du socialisme, c'est révolutionnaire, votre histoire, quand même. Ça s'oppose quand même à tout ce qui s'est créé et fait jusqu'à présent. Donc, inévitablement, il doit y avoir des résistances. Donc, je pense que ce n'est qu'un début, c'est un combat. Mais est-ce que c'est enseigné déjà dans les écoles d'agriculture ? Est-ce que c'est enseigné dans les écoles d'agriculture, ce changement révolutionnaire ? Oui, alors, superbe question. Eh bien, ça commence tout juste. Dans les écoles d'agriculture. Effectivement, les étudiants se plaignent. On voit à leur diplôme, quand ils reçoivent le diplôme, ils disent voilà, on a fait l'école, on a fait nos 5 ans, on est ingénieur et tout ça, mais on nous demande toujours de travailler dans des grandes entreprises. Donc, ils ont envie de changer de modèle. Mais effectivement, il y a toujours un décalage entre cette envie de changer de modèle et les cours ou les interventions dans les écoles. Donc c'est encore trop faible. Moi, j'interviens dans mon école d'agro d'avant, mais ça reste l'option. Voilà. Ça reste l'option. Oui, lui, il est rigolo, il fait de la permaculture, voilà, on l'a invité.
mais qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi. Et donc, l'idée, c'est avec l'expérience de chacun. Voilà, ce que je vous disais, c'est l'importance du réseau aussi. Hein. Chacun fait son expérience, tout ça, puis après, ça va monter, puis on va créer des modèles avec une nouvelle agriculture et tout ça. En France, on est toujours un peu... on n'est pas... Voilà, on est un peu... Hein, voilà, c'est ça. Et donc, et juste, voilà, j'en profite juste pour faire un petit clin d'œil. En 2018-2019, avec ma famille, on a fait un tour du monde de la permaculture pendant une année, où on est allé voir des éco-villages, voilà, un peu partout en Australie, en Amérique du Sud et tout ça, où il y a des choses qui sont beaucoup plus avancées qu'en France. Donc voilà, on s'est inspiré de tous ces modèles aussi pour les faire partager en France. Voilà. Bonne soirée. Ah oui, si vous voulez plus d'infos, voilà, il y a un petit kiosque ici. Voilà. Il y a des petites cartes de visite si vous voulez. Il y a des formations, je peux vous expliquer des choses. N'hésitez pas.